regardant mon gendre ajuster sa cravate et chuchoter quelque chose à l'oreille de ma fille qui la fit rire, je les ai laissés penser exactement cela. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai bâti quelque chose. Il y a 41 ans, j'ai lancé une petite entreprise de fourniture de plomberie dans un garage loué à la périphérie de Lyon. Juste moi, une vieille camionnette d'occasion et une liste d'entrepreneurs que j'avais démarchés à froid en utilisant l'annuaire. Ma femme à l'époque, ma première épouse, Marguerite, préparait mon déjeuner dans un sac en papier et le laissait sur le capot de cette fourgonnette chaque matin avant mon réveil. Elle a cru en moi avant même que je ne croie en moi-même. Quand elle est décédée d'un cancer en 2009, j'ai pensé que c'était la pire chose que la vie puisse m'infliger. Je me trompais. 3 ans après le décès de Marguerite, j'ai rencontré Diane lors d'une vente de charité pour une association locale. Elle était chaleureuse. Elle était drôle. Elle portait une robe jaune et elle riait à mes blagues terribles. J'étais seul d'une manière que je n'avais avouée à personne, pas même à mon propre reflet. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, puis nous nous sommes mariés discrètement dans mon jardin avec seulement la famille et quelques amis proches. Ma fille Caroline était là. Mon gendre Damien se tenait à côté d'elle, me serrant la main avec un large sourire. Mon associé depuis 20 ans, un homme nommé Henri, était mon témoin. Je pensais recommencer ma vie de la meilleure façon possible. L'entreprise valait alors près de 4 millions d'euros. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce que ce chiffre est la raison pour laquelle tout ce qui a suivi est arrivé. La première année de mariage fut bonne. La deuxième fut plus calme. À la 3e année, Diane avait commencé à passer énormément de temps avec Caroline et Damien. Des dîners de famille chez eux 2 fois par semaine, des sorties shopping qui duraient des journées entières. À l'époque, je me disais que c'était sain. Ma femme avait une bonne relation avec ma fille. Quel genre d'homme se plaindrait de cela? Mais il y avait de petites choses. Un appel téléphonique auquel elle mettait fin rapidement quand j'entrais dans la cuisine. Un week-end pour rendre visite à Caroline auquel je n'étais pas invité. Elle disait que je m'ennuierais, que ce serait juste une escapade entre femmes dans un centre de thalassothérapie. Un nouveau compte d'épargne dont elle a parlé une fois puis plus jamais. J'ai posé la question une fois. Elle a dit que ce n'était rien, juste un petit fonds personnel qu'elle constituait. J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber parce que j'avais passé 41 ans à faire confiance aux gens, et cette habitude n'est pas facile à perdre. Ce qui m'a réveillé n'était pas dramatique. C'était un mercredi après-midi de novembre et j'étais rentré tôt d'une réunion qui avait été annulée. Je suis entré par la porte de derrière et j'ai entendu Diane au téléphone dans le salon, parlant à voix basse avec ce genre de calme particulier que les gens utilisent quand ils ne veulent pas être surpris. Je me suis arrêté dans la cuisine. Je ne me suis pas manifesté. Ce que j'ai entendu, c'est ceci. Ma femme disait à quelqu'un, et d'après le contexte, il est devenu clair qu'il s'agissait de ma fille Caroline, qu'elle craignait que je commence à perdre la tête, que je m'étais trompé sur les finances 2 fois la semaine dernière, qu'elle pensait qu'il était temps d'en parler à un médecin. Que peut-être Damien devrait prendre un rôle plus actif dans les comptes de l'entreprise. Je suis resté immobile dans cette cuisine pendant un long moment. Je ne m'étais pas trompé sur les finances, pas une seule fois. Je dirige une entreprise de 4 millions d'euros. Je peux lire un bilan comptable comme certains lisent un menu, rapidement et sans effort. Quelle que soit l'histoire que l'on construisait sur moi, elle n'était pas bâtie sur la vérité. Je ne suis pas allé dans le salon. Je suis ressorti, je me suis assis dans ma voiture et j'ai réfléchi pendant très longtemps. Puis j'ai conduit jusqu'au cabinet d'un homme nommé Maître Gérard Fontan, un avocat que j'utilisais pour mes contrats commerciaux depuis 15 ans. Je me suis assis en face de Gérard et je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Gérard est un homme calme qui ne montre pas facilement sa surprise. Il a écouté, les mains croisées sur le bureau. Quand j'ai eu fini, il a dit 3 mots. Commençons à documenter. C'était 14 mois avant la date de l'audience. Ce qui a suivi a été les 14 mois les plus méthodiques de ma vie. Gérard m'a aidé à engager une experte comptable spécialisée, une femme nommée Patricia, qui a passé 6 semaines à éplucher chaque compte lié à l'entreprise et à notre foyer. Ce qu'elle a trouvé n'était pas un vol au sens dramatique, aucun retrait massif unique qui aurait été évident. C'était plus petit que cela et plus patient. Sur 2 ans et demi, un peu plus de 250 000 € avaient été déplacés via une série de transferts depuis un compte joint que Diane gérait vers un compte au nom de Caroline, puis vers un 3e compte détenu conjointement par Caroline et Damien.
250 000 euros. Pas d'un coup. Jamais plus de 7 000 euros au cours d'un même mois. Patient, discret et délibéré. Patricia a également trouvé autre chose. 6 mois avant notre mariage, Diane et Caroline avaient rencontré ensemble un conseiller financier. Je ne savais pas que ma femme avait un lien quelconque avec ma fille avant notre mariage. Diane m'avait dit qu'elle s'était rencontrée lors de notre mariage dans le jardin. Les dossiers du conseiller montraient le contraire. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti pendant ces semaines. J'ai 63 ans. J'ai enterré une femme que j'aimais. J'ai dirigé une entreprise à travers 2 récessions. Je pensais comprendre le deuil et je pensais comprendre la difficulté. Mais assis dans le bureau de Gérard, parcourant ses documents, regardant les transferts datés de 3 mois après mon mariage, 8 mois après, 13 mois après, chacun d'eux étant une décision petite et silencieuse que quelqu'un avait prise concernant mon argent et ma vie. C'était une douleur d'un genre particulier. Pas vive, plutôt comme de l'eau froide remplissant lentement une pièce. Je n'ai pas affronté Diane. Gérard me l'avait déconseillé et j'étais d'accord. Je rentrais à la maison chaque soir. Je m'asseyais pour dîner. Je parlais de la météo, d'un match de foot, du nouveau chien d'un voisin. Diane versait 2 verres de vin et nous nous asseyions sur la terrasse arrière, et je regardais le jardin que j'avais aménagé avec Marguerite il y a 30 ans, et je ressentais l'épuisement spécifique d'une personne gardant un très lourd secret. Il y a eu un soir, environ 8 mois plus tard, où Diane a touché ma main sur la table de la terrasse et a dit qu'elle trouvait que j'avais l'air fatigué ces derniers temps. Elle a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que ça allait. Je lui ai dit que je me faisais juste vieux. Elle a serré ma main et a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'il me restait encore beaucoup de belles années. Je l'ai remerciée. Je me suis servi un autre verre de vin. J'ai pensé au tableau Excel de Patricia. La deuxième chose que Gérard et Patricia ont découverte était une tentative de déplacer des actifs plus importants. Une réunion avait eu lieu entre Caroline, Damien et un autre avocat, un spécialiste du droit des successions et des mesures de protection des majeurs. La réunion avait eu lieu 4 mois avant que je ne découvre tout cela. Ils n'avaient encore rien déposé, mais ils montaient un dossier pour prouver que mes facultés mentales déclinaient, que je n'étais plus capable de gérer mes propres affaires financières. Gérard pensait que le plan était d'attendre encore 6 à 12 mois, de documenter quelques incidents supplémentaires de prétendue confusion, puis de déposer une requête auprès du tribunal pour me faire déclarer incapable et faire nommer Damien comme mon tuteur financier. Une fois cela fait, l'entreprise suivrait. Je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui avait été planifié. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas opportuniste de manière occasionnelle. C'était une architecture longue et réfléchie. Ma fille, ma femme et son mari s'étaient assis dans des pièces ensemble avant même mon mariage avec Diane, apparaissaient-ils maintenant, et ils avaient regardé ce que j'avais bâti, et ils avaient décidé que le moyen le plus efficace de s'en emparer était d'attendre que je tombe amoureux de quelqu'un. Puis de tout prendre morceau par morceau pendant que j'étais occupé à être reconnaissant de ne plus être seul. Gérard a déposé la réponse légale un mardi matin. La demande de mise sous tutelle avait finalement été soumise 2 semaines plus tôt, et c'était le moment que Gérard attendait, car maintenant tout était formel. Tout était acté et nous pouvions maintenant répondre avec tout ce que Patricia avait documenté. L'audience a été fixée à un jeudi. Je portais un pull gris et un pantalon sombre, pas de costume. Gérard m'avait suggéré de ne pas porter de costume. Il disait qu'un costume donnerait l'impression que je jouais la comédie. Il disait que ce que nous voulions, c'était que je ressemble exactement à ce que j'étais, un homme d'un certain âge qui a bâti quelque chose avec ses mains et sa patience, qui n'avait besoin de rien prouver à personne. J'ai compris ce qu'il voulait dire et je lui ai fait confiance. Caroline et Damien sont arrivés au tribunal avec leur avocat, un homme en costume bleu marine qui portait une mallette en cuir et marchait avec l'assurance particulière de quelqu'un qui s'attend à gagner avant même que le premier mot ne soit prononcé. Diane était avec eux. Elle portait la robe jaune. Je ne sais pas si c'était intentionnel. J'y ai pensé souvent depuis et je ne le sais toujours pas. Ils m'ont vu dans le couloir. Damien a regardé mon pull puis a regardé son avocat, et quelque chose est passé entre eux qui ressemblait à du soulagement. Caroline m'a dit bonjour d'une voix presque gentille, le genre de voix que l'on utilise avec quelqu'un que l'on a déjà battu. Diane n'a rien dit. Elle regardait le sol. Leur avocat a ouvert la procédure en présentant un ensemble de documents, les prétendus incidents de confusion.
Une note d'un médecin que Caroline m'avait emmené voir 8 mois auparavant sous le prétexte d'un contrôle général, 3 déclarations signées de voisins et d'un ancien employé décrivant des moments d'oubli. C'était propre. C'était bien construit. Assis là à écouter cela, je pouvais voir comment, pour quelqu'un qui ne savait pas ce que je savais, cela pouvait paraître convaincant. Leur avocat s'est rassis. Damien avait un petit sourire qu'il ne cachait pas entièrement. Les mains de Caroline étaient croisées sur la table devant elle. Gérard s'est levé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'élève jamais la voix. Il a soumis l'analyse financière complète de Patricia, 18 mois de transfert documenté, la chronologie, la structure des comptes, la réunion prémaritale entre Diane et Caroline et le conseiller financier. Il a soumis les dossiers de l'avocat de Caroline et Damien montrant que la mise sous tutelle était en préparation depuis plus d'1 an avant d'être déposée. Il a soumis les relevés téléphoniques montrant 47 appels entre Diane et Caroline au cours des 2 mois précédant immédiatement notre mariage, pendant la période où Diane prétendait qu'elle connaissait à peine ma fille. Ensuite, Gérard a soumis un dernier document. C'était une lettre écrite de ma main, datée de 14 mois auparavant, la semaine après m'être tenu dans ma cuisine et avoir entendu ma femme au téléphone. Dans cette lettre, j'avais noté tout ce dont je me souvenais concernant mes finances avec une clarté parfaite. Numéro de compte, solde, évaluation de l'entreprise, un inventaire complet des actifs, notarié, daté. Adressé au tribunal. La lettre existait dans un seul but. Démontrer qu'il y a 14 mois, l'homme qu'il prétendait être confus avait une connaissance plus claire et plus détaillée de ses propres finances que la plupart des gens n'en ont de leur propre nom. La juge l'a lu. Elle l'a lu lentement. La salle d'audience était très silencieuse. Puis elle a levé les yeux. Elle a regardé Damien d'abord, puis Caroline, puis leur avocat. Elle a posé la lettre sur le bureau devant elle avec une délibération que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle a dit qu'elle avait des inquiétudes concernant la requête. Elle a dit que ces inquiétudes étaient significatives. Elle a dit qu'elle allait transmettre la documentation financière au bureau du procureur pour examen de fraude potentielle et d'abus de faiblesse sur personnes âgées. Elle a dit qu'elle rejetait la demande de mise sous tutelle dans son intégralité. Le marteau est tombé. J'ai entendu Caroline dire quelque chose, un seul mot, mais je n'ai pas pu le distinguer car il y avait un bruit dans mes oreilles qui, je pense, n'était que le sang circulant dans mon corps de la manière dont il le fait quand quelque chose qui a été maintenu sous pression pendant très longtemps est enfin libéré. Gérard a mis sa main sur mon épaule. J'ai hoché la tête. J'ai ramassé ma veste sur le dossier de la chaise et je l'ai boutonnée lentement, comme on le fait quand on n'est pas pressé. Quand on n'a absolument nulle part ailleurs où être de plus urgent. 3 mois plus tard, le bureau du procureur a engagé des poursuites. Abus de faiblesse, fraude et association de malfaiteurs contre Diane, contre Caroline et contre Damien. Le divorce a été prononcé avant la fin de l'affaire pénale. Je ne détaillerai pas tout ce qui a suivi dans les procédures judiciaires, si ce n'est pour dire ceci. Les 250 000 € ont été entièrement documentés et une restitution intégrale a été ordonnée dans le cadre de la condamnation pénale. Caroline a reçu 2 ans de mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Damien a reçu la même chose. Diane a reçu 18 mois de probation surveillée et a reçu l'ordre de payer la restitution intégrale sur les actifs divisés lors de la procédure de divorce. Leur avocat, celui qui était si sûr de lui avec sa mallette en cuir, a demandé à se retirer de l'affaire 3 semaines avant le prononcé de la peine. Des gens m'ont demandé depuis ce que je ressens pour ma fille. C'est la question à laquelle je sais le moins comment répondre. J'y ai réfléchi plus qu'à presque n'importe quoi d'autre dans ma vie. Ce à quoi j'en suis arrivé, c'est ceci. Caroline a fait une série de choix. Elle les a faits sur une période de plusieurs années. Elle les a faits en pleine connaissance de ce qu'elle faisait à un homme qui n'avait jamais rien fait d'autre pour elle que de travailler dur et d'essayer de lui donner une vie décente. Quoi qu'il soit arrivé entre nous, quelle que soit la porte qui s'est fermée, c'est elle qui l'a fermée. Ce n'est pas moi qui l'ai fermée. Je vis toujours dans la même maison. Le jardin est toujours celui que Marguerite et moi avons aménagé il y a 30 ans. L'entreprise de plomberie fonctionne toujours. Henri est toujours mon associé. Nous avons déjeuné la semaine dernière dans un bistrot où nous allons depuis 20 ans, il a commandé la même chose qu'il commande toujours et s'est plaint des mêmes choses dont il se plaint toujours. Et j'ai eu l'impression que c'était l'heure la plus ordinaire et la plus précieuse que j'ai passée depuis longtemps. J'ai eu 64 ans le mois dernier. Quelques personnes du bureau sont venues. Henri a apporté un gâteau,
le genre avec trop de glaçage qui oblige à boire un grand verre d'eau après l'avoir mangé. J'étais assis à la table de la cuisine, entouré de gens qui me connaissaient avant tout cela, qui n'avaient jamais rien voulu de moi si ce n'est ma compagnie. J'ai pensé au couloir du tribunal, à Damien ajustant sa cravate, au soulagement sur son visage quand il a vu mon pull gris. La certitude des gens qui croient avoir déjà gagné. La patience est une chose étrange. La plupart des gens pensent que cela signifie attendre. Ce que cela signifie réellement, c'est construire silencieusement, soigneusement, sans se manifester jusqu'au moment où tout ce que vous avez construit est exactement ce dont vous avez besoin. J'ai bâti une entreprise pendant 41 ans. J'ai bâti un dossier juridique pendant 14 mois. Je ne suis pas un homme compliqué. Je suis juste un homme qui a appris très tôt que le travail que l'on fait quand personne ne regarde est le seul travail qui compte vraiment. Cette histoire nous rappelle avec force que la sagesse et la vigilance ne disparaissent pas avec l'âge. Bien au contraire, elles s'affinent. Ce récit est une leçon magistrale sur la patience et la résilience face à la trahison la plus intime, celle de la famille. Jean-Pierre nous montre que le silence n'est pas une faiblesse, mais souvent une stratégie nécessaire pour protéger ce que l'on a mis toute une vie à construire. Il souligne également la triste réalité des abus de faiblesse financiers, un sujet souvent tabou mais bien réel dans notre société actuelle. La détermination de cet homme à ne pas se laisser dépouiller de son identité et de son travail acharné est inspirante. Cela nous pousse à réfléchir sur la valeur de la confiance et sur l'importance de savoir s'entourer des bonnes personnes, comme son associé fidèle Henri ou son avocat Maître Fontan. La justice a fini par triompher, mais le prix émotionnel reste lourd. C'est une fin douce amère qui nous invite à la réflexion sur nos propres relations et sur la force tranquille que donne une vie d'intégrité. Selon vous, Jean-Pierre a-t-il bien fait de garder le silence pendant 14 mois plutôt que d'affronter sa famille dès la première découverte? Et vous, comment auriez-vous réagi face à une telle trahison de la part de vos propres enfants?